Et son témoignage, vous pouvez le visionner, si vous voulez revenir sur quelque chose, au centre d'enseignement multimédia. On ne peut pas vous prêter le DVD, mais vous pouvez le visionner juste au-dessus de la librairie. Je crois que c'est la seule fois où Teresa a été filmée. J'ai encore d'autres. Voilà. En Allemagne. Et en Allemagne. Mais là, tu as témoigné en allemand, peut-être, en polonais, non? Tu as témoigné en polonais, en Allemagne? En allemand. En allemand. Et là, j'ai encore un autre en français par une autre association juive ici. Très bien. Bon, bah, bon témoignage, je ne peux pas rester parmi vous, mais au revoir et merci de votre écoute. Thérèse, pourquoi un petit peu comme ça? Au milieu. Bon, d'abord, je voulais vous tous, à tout le monde dire bonjour. Et il me fait beaucoup d'honneur que vous êtes venus ici. Je suis très contente. Et ma fille Yolande, elle a organisé cette réunion ici. Je remercie toute ma famille qui est là, mes amis, et tout le monde que je connais ou ne connais pas, tout le monde est le bienvenu. Et je vais essayer de parler le mieux possible. Alors, tout d'abord, il faut que je vous fasse connaissance d'une situation bizarre de ma vie qui, mes parents habitaient dans une ville et mes grands-parents habitaient dans deux très grandes villes de Pologne parce que je suis née en Pologne, pas en France. Et je vécu en Pologne. Et à l'époque, comme je suis née, ma maman, elle a envoyé probablement une lettre, parce qu'il n'y avait pas de téléphone à l'époque, ni rien. Elle a envoyé une lettre chez sa mère, qu'elle doit accoucher, et elle veut bien. Je suis la première petite fille de mes grands-parents. Et ça s'avérait que je suis née en septième mois. Alors, il n'y avait pas de couveuse à l'époque, ni rien. Ma mère est tombée malade, elle avait eu beaucoup de température, il faut la soigner. Mais ma grand-mère, par contre, elle a laissé sa famille à Lodz, où j'étais. Ça veut dire à Lodz, elle devait rentrer chez sa famille. Et son mari, mon père, s'occupait de maman. Et ma grand-mère, pourquoi je parle de ça, elle me raconte toujours que j'étais grande comme une fourchette et elle m'avait emballée dans le coton et elle amenait avec elle. Et comme ça, je suis restée toute la vie chez mes grands-parents. Jusqu'à la guerre, bien sûr. Et ma grand-mère, mes grands-parents, j'appelais toujours ma grand-mère maman. Et comme maman, elle m'avait amené, ma grand-mère, elle est partie parce que malheureusement, ça c'est triste à dire, que je vis mes parents. Et maman, elle a eu après moi encore 6 enfants. J'avais 3 frères et 3 sœurs. Et moi, malheureusement, je vis 2 fois. Une fois à 8 ans, ma famille, et une fois à 12 ans. Je n'ai pas connu presque ma famille vraie. Mais je considérais ma famille de grand-mère comme ma famille. Et comme j'étais avec maman chez mes parents, j'appelais maman, alors c'est maman qui répondait. Je dis, tu n'es pas ma maman, c'est ça ma maman. Bon, ça c'est entre parenthèses. Comme ça, je vécu, je fais l'école en Pologne. Lodz, c'était une deuxième ville après Varsovie, la plus grande en Pologne. C'était la ville industrielle comme Manchester en Londres, comme Lyon en France, la plus grande ville industrielle. Et j'allais à l'école et j'allais même à une organisation cordonnière avant la guerre, j'avais 10 ans. En 1er septembre 1939, en Pologne, ça commence l'année scolaire. Moi, je prépare mes cahiers, mes livres pour aller à l'école. Et d'un seul coup, un alarme. Un alarme, la panique
en ville, les voisins, tout le monde sort voir qu'est-ce qui s'est passé, la guerre. Il n'y a plus d'école, il faut rester à la maison. C'était triste. On ne peut plus aller à l'école à mon âge maintenant. Et ça commençait tout de suite. Lodz, parce que c'était la ville industrielle, était annexée tout de suite au Reich. Comment vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire Reich? C'est le troisième, annexé tout de suite en Allemagne. Les autres villes étaient comme protectorat, ça veut dire c'était comme la zone libre en France, vous comprenez? Il y a des villes, les autres villes étaient comme libres, on pouvait aller, c'était pas encore tellement strict, mais chez nous c'était devenu tout de suite comme en Allemagne, avec les Allemands, avec le terrible. Et les gens qui ont pu se sauver, les gens qui ont eu la famille hors de notre ville Lodz, ils ont parti. Parce qu'on croyait là-bas, ça sera plus facile à vivre. Ils sont allés. Et ma famille, et mes grands-parents, et mes tantes et oncles. Et j'avais déjà des tantes et oncles qui étaient mariés, qui ont eu des enfants. Il y a seulement une tante qui avait une fille de 3 ans. Elle l'a placée chez une gardienne. Et la gardienne, elle a gardé sa petite fille de 3 ans. Tout le monde est parti, se prépare. Et moi, ne soyez pas fâchés que je m'entende. Je dis, je ne pars pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu peux dire, tu ne pars pas? On part chez tes parents. Ma grand-mère, elle va commencer à pleurer. Elle va me tuer, ta maman, tout le monde vient sauf toi. Comment tu peux rester? Rien à faire. On ne pouvait pas me convaincre. Je suis restée toute seule. Et j'ai gardé 5 clés d'appartement de mes oncles qui étaient mariés et de mes grands-parents. Tous les jours, je courais pour voir si on n'a pas volé ou ça ne manque pas rien. À quel âge? 14 ans. Et je ne vais plus là-bas toute seule. J'ai essayé de vendre, acheter, parce que j'avais un oncle qui fabriquait, en Pologne c'est très froid, et il fabriquait des gants en moulin, de très bons gants. Il avait une machine qui fabriquait les gants. Et lui aussi, il est parti, tout le monde est parti. Alors moi, je pris une douzaine de paires de gants, je suis allée au marché, je vendais ces gants, et je vécu de ça, je m'achetais du pain, c'était très dur. Il y avait de grandes, énormes restrictions pour les Juifs. Les Juifs n'avaient pas le droit de marcher sur le trottoir, mais dans le caniveau, au milieu de la rue. Les Juifs, tous les magasins, tous les appartements, tout de suite, on ramassait tout ce que les Juifs possédaient. Il y avait des Juifs très très riches, des grands industriels. Ils ont pris tout de suite les Allemands. On a commencé à battre et tuer pour un oui, pour un non. Pour rien. Il marchait tout pas tout droit, il ne tirait pas le chapeau devant l'Allemand, il a tiré tout de suite. Alors, le père était terrible. Et moi aussi, une fois, j'étais au marché, il y a 3 Allemands qui m'ont encerclé, parce que les gants étaient bien, ils m'ont payé pour 3 paires de gants. Mais il vient avec moi, ils me disent. Montre-moi où est l'usine. Il n'avait pas d'usine, il avait mon oncle une machine pour fabriquer tout ce qu'il avait. Je l'amenais, il ne voyait pas. Il a pris la machine, il a pris le reste des gants que j'avais, ils sont partis. Et puis après, c'était de plus en plus dur à vivre. On attrapait les gens. Moi, j'étais plusieurs fois attrapée pour le travail noir, mais je suis tombée pour de bons travail. Parce que d'autres, ils l'avaient par terre, ils faisaient le ménage chez les Allemands qui ont déjà dans les bureaux allemands. Et moi, ils m'ont donné à tamponner des cartes d'identité pour les Allemands qui sont vécus, parce qu'il y avait beaucoup Volksdeutsch des Allemands en Pologne, à Lodz, dans notre ville.
beaucoup industriel de l'allemand. Alors tamponner toute la journée des cartes d'identité. C'était pas grave, c'était un travail facile. Il s'est devenu de plus en plus dur. On a pendu 9 personnes au marché pour rien, pour faire la purge, vous comprenez, pour se soumettre à leur volonté. Alors ils ont tout fait pour faire peur. On a eu peur malheureusement. On s'est caché, on restait à la maison le maximum. C'était dur, et petit à petit, jusqu'à la fin de l'année, c'était 39, c'était très froid. Ma tante, qui avait laissé sa fille de 3 ans, elle est revenue chercher sa fille. Mais des oncles sont aussi revenus, des oncles. Les femmes, ils l'ont laissé chez ma mère, chez mes parents, chez ma famille, avec les grands-parents. Après, des oncles, le grand-père, il est venu, c'était froid, il avait une barbe, alors le glaçon. Il avait plein de glaçons sur le visage quand il est venu. Il n'y avait pas de train à pied, déjà il faut traverser la frontière pas légale pour entrer dans le Reich, parce que nous on comptait déjà l'Allemagne. Mais ils sont arrivés, alors la famille s'est agrandie. Elle s'est agrandie, mais à la fin 1940, tous les juifs de Lodz étaient obligés de rentrer dans le ghetto. On a fait les ghettos dans le quartier la plus pauvre, comme un bidonville, vraiment, les gens les plus pauvres habitaient dans ces quartiers. Alors le quartier était 4 km². Tous les terrains, puis on a mis 160 000 personnes là-dedans. Alors on a mis les gens minimum 6 à 8 personnes dans une chambre. On était serrés. Si c'était une famille de 6 personnes, c'était bien. Nous, on était juste 6 personnes. Mais les gens, par exemple, qui avaient 2-3 personnes, ils étaient obligés avec les autres gens qu'ils ne connaissaient pas du tout. Il y avait des problèmes terribles qu'on n'avait pas de famille de 6 personnes. Parce qu'ils ne se connaissaient pas. Il y a une cuisine, il n'y avait pas de toilettes, d'hygiène, il n'y avait pas de l'eau dans les appartements. C'était vraiment une misère terrible. Le pain, on ne pouvait pas avoir, c'était des rations. Et on nous avait tout de suite, dans le ghetto, on a mis les étoiles devant et derrière, il faut porter des étoiles. Dans les villes, on n'avait plus le droit d'entrer dans les villes, mais dans le ghetto. Les gens, ils vendaient tout ce qu'ils possédaient. Il faisait froid, il n'y avait pas de charbon. On était obligé même de casser les lits. Tout ce qu'on avait comme meuble, on cassait pour se chauffer parce qu'il n'y avait pas avec quoi se chauffer. C'était très difficile. Alors, il n'y avait pas d'argent non plus. Et moi, j'avais une idée, j'avais des idées, je ne sais pas, personne ne m'avait soufflé, j'avais personne. Alors moi, je suis allée à la poste. J'ai acheté des timbres et des cartes postales. Il y avait des cartes postales, vous voyez, des cartes postales doubles, qu'on a pu écrire des lettres. Comme moi, j'avais un oncle, son grand-père était mon oncle, le frère de ma mère qui habitait en France. J'ai écrit, mon grand-père a écrit une lettre à son fils, ici à Paris. Il a envoyé le double. Et lui, de la France, il a écrit l'autre moitié pour nous renvoyer dans le ghetto. Et moi, je vendais les cartes postales. Je vous montrerai après comment j'étais. Une carte postale, je vendais des timbres. Et je nourris ma famille, c'est moi de 14 ans, je nourris toute la famille de 6 personnes avec ce que j'ai gagné. Après, en 1942, on a fermé la poste. Plus de poste et plus de timbres.
Alors je vendis des bonbons. Il y avait des bonbons en pièces, de rien du tout. Après, je vendais des cigarettes. Et après, il n'y avait plus de cigarettes. Alors je vendais des étoiles. Et comme ça, je nourris jusqu'on a ouvert des grandes usines dans les ghettos. Et après, on est allé travailler. On était obligé de travailler pour gagner. Et on avait des cartes pour un morceau de pain. On avait un pain de 10 kilos pour une semaine. C'était vraiment peu 100 grammes de farine ou 50 grammes de sucre. Et ça, c'est pour les semaines. Vraiment, la nourriture, au début, c'était 1800 calories. Après, il y avait 1000 calories, un peu moins. Et toujours de moins en moins. Et on a ouvert, dans les ghettos, on fabriquait énormément. Tout ce qu'on a besoin, on avait un président, tout un gouvernement, c'était un gouvernement, on avait notre gouvernement avec un président qu'on appelait le roi des ghettos. Et au début, on a fait des écoles, il y avait les gens, moi je ne pouvais pas parce que je travaillais déjà, j'étais obligée de travailler pour tout le monde d'ailleurs, mes tantes, mes oncles, sauf le grand-père et la petite fille, la petite cousine, tout le monde était allé travailler. Mon oncle était dans un resort avec une fabrique de confection, il y avait confection hommes, femmes, tout, les maroquineries, des chaussures, tout, on fabriquait tout, des munitions, tout ce qu'on a besoin, et tout était envoyé en Allemagne, tout. Et moi, j'ai travaillé dans le... C'est difficile à expliquer, c'est des choses spéciales, si vous voulez. Après, je vous montrerai sur une image comment j'ai travaillé dans le cuir. On cousit, on faisait par exemple des étuis pour le pistolet, des ceintures, tout ce qui était pour l'armement en cuir, des sacs à dos, des sacs à pain, tout qui était la finition avec des cuirs. Ça, c'était mon travail. Ma tante, par exemple, elle travaillait, il y avait des chaussures, on fabriquait de magnifiques chaussures. Tout ce qu'on avait, les Allemands, ils ont besoin, on en partait en Allemagne. Et ma tante, elle travaillait, on faisait des nattes en paille. Ça veut dire, on faisait des sabots pour les Allemands qui étaient partis combattre pour Stalingrad. Là-bas, il fait très froid. Alors les Allemands, ils ont porté des sabots et les sabots étaient entourés avec le grosses nattes de paille pour tenir chaud aux pieds pour les Allemands. Et elle venait toujours les mettre plein de sang, ça blessait les mains après ce travail. Ça, c'était vraiment très très dur. Et dans les ghettos, on amenait tous les gens. On envoyait des gens au ghetto, on ne savait pas où, et on amenait toujours des gens, d'autres gens, de tous les environs, comme ici à Vincennes, liés aux tous les environs de notre village, tous les gens, tous les juifs de là-bas, on mettait dans notre ghetto. Et comme chez nous il y avait trop, voilà, alors on a déporté, on ne savait pas où, on disait toujours on amène travailler ailleurs parce qu'il y avait trop de monde ici. Alors on amenait les autres travailler, on ne savait pas où, parce qu'il n'y avait jamais de lettres, il n'y avait plus de communication, et on ne savait pas où les gens vont. Après, il y a des gens d'Allemagne qui sont venus en loge, des gens d'Autriche, de Tchécoslovaquie, de Luxembourg, tout le monde, mais eux c'était les premières victimes qu'on a renvoyées tout de suite au transport. Et on ne savait pas où, mais ils sont partis. Les gens de la ville, je ne sais pas, ils protégeaient mieux les gens qui sont de la même ville. En 1942, il y avait le plus... Attendez, avant en 42, en août 42, il y avait une faim. Il y avait tout le temps la faim. Parce que nous,
moi et ma tante et les deux oncles, on était obligés de ce morceau de pain qu'on a partagé pour la famille, couper encore un morceau de pain pour mon grand-père et pour ma petite cousine, parce qu'eux, ils ne travaillaient pas, c'était de moins pour nous. Mais on ne pouvait pas, il n'y avait pas avec quoi de plus, on n'avait rien à vendre, on n'était pas riches, on était très pauvres. Il y avait des gens riches qui avaient des moyens d'acheter au marché noir du pain, puis les autres vendaient de son estomac un morceau de pain, il y a d'autres qui achetaient, mais nous on n'a pas pu acheter. Et mon grand-père, il est mort dans mes bras de faim. Malheureusement, ça j'oublierai jamais. Et au mois de septembre, après le décès de mon grand-père, c'était le jour le plus terrible pour moi. Ça veut dire, ça s'appelait Sperra en allemand, et c'était une blocade complète. La blocade on n'a pas eu droit d'aller travailler, on n'a pas eu droit de sortir de la maison, rien. On est resté fermé dans la maison. Et on a fait un appel. Notre roi, il y avait le chef des ghettos, c'était un Allemand, Bibov. Le ghetto de l'autre, elle était le plus longtemps, le premier ghetto, et qui se terminait le dernier ghetto. Parce que le Bibov, ça je ne savais pas avant, parce que lui, il était le chef, il c'était le gendre de Himmler. Himmler, c'était la grande personnalité, et grâce à ça, c'était une planque pour lui, qui son gendre, le mari de sa fille, ne va pas aller au front de Stalingrad ou ailleurs. Alors c'est pour ça qu'on tirait le plus longtemps ces ghettos. Après, alors on a fait un appel, on a collé des affiches dans tous les ghettos que personne ne sort. Tout le monde reste à la maison. Et parce que les Allemands, ils ont fait un appel. Et le président du ghetto, qui tous les moments, il rend les enfants de 0 à 10 ans. Vous voyez une maman qui rendait son enfant aux Allemands. On va les amener en Allemagne, ils vont aller dans une maison spécialisée pour les enfants, on va les amener à l'école, on va les élever. Et vous pouvez vous aurez pu manger ici, vous aurez travaillé tranquillement ici. Et nous, on va s'occuper des enfants. Mais aucune maman ne voulait pas donner son enfant. Et les hommes de 60 ans, de malades, de 60 ans en plus, tous les hommes de 60 ans en plus, aussi, doivent se présenter pour vous sélectionner. Bien sûr que ça ne marchait pas, vous voyez qu'il n'y a pas de volontaires, pas beaucoup. Ils sont allés là, qui ont très très faim, ils n'ont plus rien à manger parce que ce jour qu'on n'allait pas travailler, on ne nous donnait rien à manger non plus. Il faut manger les restants qu'on avait. Alors ils ont eu tellement faim qu'ils sont allés, on va travailler ailleurs. Alors ils se sont présentés, mais pas beaucoup, pas assez qu'ils voulaient avoir 10 millions, ils ne savaient pas 10 millions, 10 000 je crois, ils voulaient avoir, disons 25 000 gens, il faut ramasser ce temps-là. Mais il n'y avait pas. Alors les Allemands, ils venaient dans chaque cour, dans chaque maison, ils tiraient 2-3 fois, puis tout le monde descend dans la cour, et lui, les Allemands, eux-mêmes, ils ont ramassé ce qu'ils voulaient de sélection. Comme j'avais ma tante avec la fille, mes deux oncles, tout le monde s'est oncles, ils se sont cachés. Alors je dis, moi je descends. Quelqu'un doit se présenter, parce que sinon il n'y aura personne de nouveau, ils vont rentrer dans les chambres et chercher, ça sera difficile. Alors moi je dis, je n'ai pas peur, je vais descendre, j'ai ma carte de travail, je suis sûre qu'on ne va pas me prendre, on a besoin de moi, je suis une personnalité importante, je me suis imaginée dans ma mémoire comme ça. Je suis descendue, et puis à un moment,
il y a quelqu'un qui me tire par derrière parce que dans notre cour habitait un pompier. Les pompiers, les policiers, on ne prenait pas parce que ça, on a besoin. Il me dit, pince-toi vite, pince-toi vite. Je n'ai pas eu le temps, j'ai entendu le pince-toi vite. Je n'ai pas eu le temps de prendre la main pour me le dire. Il a très pâle, prends pince-toi vite. Je n'ai pas eu le temps de me pincer. Il me prend par la manche. Vas-y, sors sur le chariot. Alors je sors. Je ne savais pas où je vais. Et là, je me suis rendu compte, ça ne va pas avec moi. Qu'est-ce que je fais? Tant pis, je ne peux rien faire. Et dans la rue, il n'y avait personne. Les policiers, les Allemands, on n'avait pas le droit de marcher dans la rue. Comme notre chariot était déjà plein de femmes avec les bébés, parce que je ne sais pas si en France aussi, il y avait, avant la guerre, on cachait les bébés, on gardait les bébés dans les coussins qu'on attachait comme ça. Je sais pas si des langes. Hein? Des langes comme ça, ils étaient bien longés, attachés. Et la maman au sein avec le bébé donnait à manger. Il était malade. Et on nous conduit dans la rue. Il y avait c'était des charrettes, des grandes charrettes tirées par le chemin. Où moi je suis montée, parce qu'il y avait des camions avec les grands camions aussi. Mais moi j'étais sur une charrette. Alors je dis, je vais essayer de partir. Et j'ai mis ma jambe par derrière, parce qu'ils étaient hauts les charrettes. J'ai mis une jambe et je voulais mettre l'autre pour sauter. Il m'a enfilé, partir. Mais le policier, tout de suite, il a mis, qu'est-ce que tu veux partir? Tu ne partiras pas si vite. Il m'a repoussé la jambe. Tant pis, qu'est-ce que je fais? Je roule avec tout le monde. Et on nous amène dans un endroit à la fin des ghettos. Il y avait avant un hôpital. J'ai oublié de vous dire avant qu'il y avait plein d'hôpitaux, pas mal. Il y avait des maisons pour personnes âgées, il y avait une maison de fous, il y avait 3 ou 4 hôpitaux dans le ghetto. Tout d'abord, on a vidé tous les hôpitaux. La maison de fous, les orphelinats, tout était vidé. Et là, c'était vidé cet hôpital, et on nous avait amenés là-dedans. Donc, tout le monde descend, on descend. J'avais rien sur moi, j'avais seulement mon manteau. Et ma tante, elle m'avait encore mis un quart de pain dans la poche. Tant pis. Et je vois comme les gens, ils poussent, ils courent, parce que tout le monde qui partait, les camions étaient prêts. Tout le monde qui arrive, vous voyez qu'on donne du pain. Alors on donnait un pain entier et une casserole de soupe. Alors tout le monde était content, on a tellement faim. Et celui-là qui a pris le pain, la soupe, il montait tout de suite sur le camion. Et les camions, on partait. Et on amène des transports de nouveaux ramasseurs et on remplit les camions ils partent et on remplit. Et moi j'essaie, mais j'avais toujours une tendance de me éloigner, de me retirer, de ne pas être la première. Je n'étais jamais volontaire pour partir. Et je vois que tout le monde qui prend la soupe et le pain monte sur le camion, il part. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et moi je ne veux pas partir parce qu'on m'a dit oui, la blocade va se bientôt finir, ça va finir dans une heure, dans une demi-heure, dans 2 jours, dans une journée. Alors je voulais rester sur place le plus longtemps possible. Peut-être ils vont me dire dans une demi-heure c'est fini. Mais non. Et je réfléchis. Je vois que le bâtiment, l'hôpital est très grand, parce que nos maisons étaient petites, l'hôpital il avait 3 ou 4 étages. J'ai dit, j'ai une idée. Moi, je m'accorde du pain, je vais monter au toit, je vais m'allonger sur le toit, et je vais rester jusqu'à ce que ça sera fini. Je suis capable, même 8 jours, vivre avec les cartes. J'étais très résistant pour le pain. Pour les cartes de pain, je vais vivre là, comme ça. Et je monte
monte là-haut, j'arrive. Il y avait d'autres intelligents que moi, qui sont là-haut, qui voulaient faire la même chose. Mais malheureusement, vous savez, malheureusement, chaque fois, je ne vais pas dire à ma fille, elle habite au dernier étage, au 7e étage. Il y a les vasistas comme ça, vous voyez, qu'il faut ouvrir et monter sur le toit. Mais il faut une échelle. Et chez elle, au dernier étage, il y a une échelle, il a ça. Et chaque fois, je me rappelle ce moment. Qu'est-ce que je serais heureux si j'aurais eu cette échelle là-bas pour monter sur le toit. Mais il s'était fermé à clé et je ne pouvais pas monter. Malheureusement, je descends et je vois ça commençait déjà obscur, la journée, ça termine. Qu'est-ce que je fais malheureuse. Et je descends, il y a une petite fenêtre, parce que vous savez, entre l'étage ou les escaliers, il y a l'éclairage. Et qu'est-ce que je vois? Qu'il y a un soubassement très haut de cette hauteur. Et là, il y a une échelle, mais de l'autre, je suis descendue de ce côté-là. Le bâtiment où j'étais montée au 4e étage était là. Et quand je descendis, là, je vois un petit soubassement de cette hauteur ou un peu plus haut. Il y a une échelle. Et je monte sur l'échelle. Et qu'est-ce que je vois de l'autre côté? Je vois le barbelé, parce qu'on était l'hôpital était encerclé avec le barbelé. Et dehors marchaient les Allemands avec les carabines pour surveiller. Et la police juive aussi. Et qu'est-ce que je vois? Que le barbelé là, il y a un petit garçon peut-être de 12 ans, qui prend ce barbelé, il soulève, et comme un chat, il est parti. Je ne suis pas si petite que lui, le barbelé, mais je dis, je vais essayer de faire la même chose. Je descends vite d'échelle, et je vais à la même place que lui, il a déjà dégagé. Et je passe, je suis à moitié de l'autre côté, et mon manteau, il s'est accroché au barbelé. Et les 3 policiers étaient des juifs dehors. Quoi, tu veux partir? Ils me donnent des coups de pied, ils me décrocheront. Je ne sais pas, je me suis rappelé, je ne sais pas maintenant, je ne me rappelle plus, le nom du chef de police. Et j'ai dit, écoutez, décrochez-moi. Le chef de police, c'est mon oncle, je lui dirai que vous m'avez sauvé, il va vous donner une rang plus haute, vous allez voir, il va vous récompenser. Décrochez-moi vite, vous allez voir. Ils m'ont décroché. Et je file. Dans le ghetto, il n'y a personne. Je cours comme une folle que je suis dehors, en liberté. Mais la police juive, elle n'est pas gentille, elle m'arrête. D'où tu viens? Où tu cours? Tu t'es échappé là-bas? Je dis non, j'ai apporté un morceau de pain pour ma mère. Je ne sais pas d'où, j'avais tout de suite des idées comme ça, je ne comprends pas du tout. Alors bon, cours vite à la maison. Et je rentre à la maison, tout le monde pleure, il me voit, il croyait que ça y est, que je suis perdue. Imaginez-vous, si je suis partie avec tout le monde là-bas, je ne serais pas ici parmi vous. Parce que tout le monde, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un terrible camp à Chełmno-sur-Ner, en Pologne. C'était un vieux château. Et là-bas, malheureusement, on gazait les gens, pas avec les cyclones qui ont gazé en un quart d'heure, ça durait beaucoup plus longtemps. Ils mettaient dans les camions des gens, et avec les tuyaux d'échappement, ils mettaient dedans. C'était affreux, des cris, vous ne pouvez pas imaginer. Et là, j'ai évité ça. Et je retourne à la maison, et je vis encore dans le ghetto 2 ans. 2 ans, je suis retournée au travail comme d'habitude. Tout le monde, malheureusement, qui est parti, est parti. Et ma famille, elle a tellement pleuré, ils ont croyé que je ne me verrai plus. J'étais avec tout le monde, je travaillais jusqu'au août 1944. Je travaillais normalement, on vivait misérablement, les gens mouraient de faim. J'étais résistant, nous, on savait bien
je sais pas, on a bien partagé notre nourriture. Je sais pas, c'est la nature, je sais pas quoi expliquer. Puis j'ai survécu toutes ces misères. Et après, je ne me rappelle pas exact, entre 15 et 30 août, c'est fini les ghettos, on a liquidé des ghettos de Lodz. Tout le monde est obligé de partir. On a vidé les ghettos, on a laissé seulement 800 personnes pour nettoyer les ghettos, pour déblayer et tout ça. Et aussi, il y avait des affiches, tout le monde devait prendre 20 kilos et venir volontairement, mais il n'y avait pas volontaire, alors ils venaient devant chaque maison, ils prenaient tout le monde. Ils ne pouvaient plus s'échapper. C'était quand ça? Pardon? 44. 44. Et moi, je suis partie entre 15 et 30 août 44. La France, elle était libre, je crois, déjà. Et... Hein? C'était pendant le Spera, je ne vais pas parler de ça. C'est pas grave, hein, tu peux parler. Hein. Hein? Tu peux parler. Hein. Non, parce que c'était trop émouvant. Ça, je ne voulais pas parce que ce n'était pas à supporter. Justement, là, dans cet hôpital, on ramassait les bébés, des petits bébés dans les trucs, dans les sacs, des bébés jusqu'à 2 ans. On les a ramassés avant, au deuxième ou troisième étage, comme les paquets. Tous les enfants, hein, les cris étaient épouvantables. Les camions passaient. D'abord, on a des adultes, on a sorti d'abord les adultes, les enfants après. Alors, mais moi, je me suis cachée, j'essayais toujours de me faufiler. Alors, ils ont jeté les bébés dans les camions du deuxième étage et on a transporté pour envoyer. J'ai l'écrit, tout ça, je dis, je n'oublierai jamais ça. Ça, je ne voulais pas raconter. Et on arrive, et alors, on vient, on nous ramasse, on dit, on peut ramasser, on peut amener avec soi 20 kilos, et on fait des affiches, et on parlait. Tout le monde doit se ramasser dans la cour, d'être devant les maisons. On viendra vous tous amener en Allemagne profonde. Parce que en Allemagne profonde, parce que ici les Russes vont bientôt, ils s'approchent, ils vont vous tous tuer parce que vous avez travaillé pour nous. Alors ils vont tous tuer. Alors nous on vous propose et on va vous amener et on fait des usines pareilles comme ici. Vous allez continuer à travailler pour nous. Vous allez nourrir, loger, vous allez travailler pour nous comme ici dans le ghetto. Mais nous on connaissait déjà que personne n'est encore revenu dans le ghetto. On ne savait pas quand même, j'ai oublié aussi de dire que les ghettos de Lodz, ce n'était pas comme les ghettos de Varsovie. Ghetto de Varsovie, il y avait des marchés noirs, on pouvait sortir, on a tué, on s'échappait. Mais nous, on était hermétiquement fermés, même un rat ne pouvait pas rentrer ou sortir. On n'a pas eu de contact, on n'avait pas de journaux, pas de radio, pas de rien. On ne savait rien. On croyait que nous, on est les derniers juifs vivants du monde. On ne savait pas qui est là, qui n'est pas là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a au monde. Et là, quand on veut nous amener, alors raison de plus. Alors ils ont dit, le Russe il vient, il faut qu'on parte d'ici. Vous partez et vous avez continué à travailler. Bien sûr on ne pouvait pas s'échapper parce qu'on était obligé de partir. Alors on nous avait mis sur les camions et amenés à la gare. Et on nous avait mis dans le wagon de bestiaux et serrés comme des sardines, même tout ce qui est... On ne peut pas s'imaginer, on ne peut pas, vraiment je vous dis, si vous avez vu encore le film de Roman Polanski, qui a montré vraiment, c'était un des meilleurs films qui a montré comment ça a été en réalité
parce qu'on ne peut pas, même je vous raconte, vous ne pouvez pas vous imaginer la réalité. On ne peut La pas. réalité vécue, on ne peut pas. Et on nous met dans le wagon, il y a des petites, on ne voit rien, on ne sait pas où on y va. On nous met à droite, à gauche, le va-et-vient, les sifflements. Maintenant, il n'y a pas de sifflement Non, de c'est train. infernal, il y avait des trous. Le sifflement de train, on croyait qu'on n'oubliera jamais, c'était pénible. Le train qui s'est cogné entre eux, c'était terrible le voyage. On ne pouvait pas tomber parce que ça fait pas bien, parce qu'on était tellement serrés. Et on ne sait même pas combien on voyageait, on dormait debout. Et combien ça dirait de jours et de nuits, je ne sais pas. 2 jours ou 3 jours, je ne sais pas. Finalement, alors, d'un seul coup, les portails se ouvrent avec une vitesse. Comme vous aurez, je ne sais pas, moi je compare ça à couper à une vache, le ventre et tout sort dehors. Je ne sais pas, tout le monde tombait, la rampe était très haute, puis on arrivait à Auschwitz. On ne savait pas si c'est Auschwitz, on ne savait pas qu'est-ce que c'est Auschwitz, on ne nous avait rien dit. On voit déjà les barbelés, on saute, on tombe. Il y avait des femmes plus âgées qui tombaient, on a tiré tout de suite. Il y avait des capots habillés bien portants qui étaient à côté du portail, nous ont aidés à sauter. Tout on a laissé, il faut tout laisser dans le wagon, rien amener. Moi j'ai déjà vu les hommes à droite, les femmes à gauche, mais les hommes je l'ai déjà perdu, je vois déjà là-bas mon oncle, je fais encore signe avec la main, je l'ai reconnu, c'est qui je pleurais vu mes oncles. Ma tante avec la petite cousine, j'ai perdu. Je ne sais pas où on est. Et on marche. On va. Et on nous met, moi aussi je cours. En descendant, le bonhomme, c'était des capots qui travaillaient longtemps. C'était bien important. Avec l'habit ombrayé, je dis, qu'est-ce que c'est? Où on est là? Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, quand je suis descendue, j'ai tout de suite en face vu une personne agrippée, morte sur les fils électriques de barbelés d'Auschwitz. Et eux, ils me demandent de où on vient. Alors, ils disent qu'on devait mourir avant de venir ici. Pourquoi vous êtes venus là? Qu'est-ce que vous faites ici? Alors, nous, on ne savait pas d'où on vient. On ne savait pas où on va. De où on vient, on savait, mais on ne savait pas où on va. Alors, déjà, on mettait par 5. Tout le monde doit se mettre par 5, un par 5. Des milliers de gens. Pourquoi? Du ghetto, il y a des milliers de gens de tous les ghettos. Il y avait beaucoup de gens qui on a ramassé pour venir à Auschwitz. Et en même temps, il y avait des milliers de gens qui sont venus de Hongrie. À la même époque, on liquidait tous les juifs de Hongrie. Alors, alors tout de suite, les enfants, les femmes, on a mis tout de suite, il y a une personne, s'il y avait une cheveux gris ou des lunettes, même des lunettes, ou un petit bouton, quelque chose où elle boitait ou quoi, ou un enfant ou un firme ou quoi, tout de suite sur les camions, ils sont partis. Où? On ne savait pas. Mais après, on a appris le malheur tout doucement, tout doucement. Et encore, qu'est-ce que je fais, moi? Ça, je ne comprends pas. Bon, alors, on est par 5, oui. Par 5. Là, devant nous, Mengele avec d'autres SS, avec le cravache en bas. On tire avec le chien noir de berger allemand. Ici, quelqu'un tombe, il mord. On tapait n'importe où. Qui tombait, on ne regardait même pas. Personne aide à se lever. Bon, alors on avance, ça s'appelle la sélection. On avance devant cette compagnie qui décide où aller. Alors, quand moi j'approche, j'étais avec ma copine qui je travaillais au centre. J'allais à l'école et je travaillais avec elle ensemble. En face, elle habitait de loin. Et
je la trouvais par hasard pas à côté de moi, mais elle était ou à côté de moi, je crois, je ne me souviens pas, ou avant moi. Avant moi, mais j'étais contente, puis je vois une que je connais. Alors lui, il prend les SS, moi j'étais au milieu, il y a deux femmes ou enfants là. Alors il prend la première par la manche et il tire toutes les 5. Et moi je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je me libère, parce qu'on se tenait sous le bras, on voulait tout le monde être ensemble, ici on se connaît ou on ne connaît pas, parce qu'il tirait tous les 5. Je me libère des côtés, et je m'approche vers l'allemand, et je dis, je suis en bonne santé, je vais travailler. Je dis, ya, oui, tu es en bonne santé. Il m'avait encore donné des gifles, il m'avait tiré de la 5, il m'avait envoyé. Demandez-moi jusqu'aujourd'hui, je demandais des psychologues, des psychiatres, je demandais plein de gens qui m'avaient dicté comment je savais ça, ils vont vivre pas pour longtemps, mais en attendant, ça va vivre, et ça va à la mort, je ne sais pas. Je ne sais pas. Personne ne m'avait dit, je ne savais pas, je n'avais pas d'explication jusqu'aujourd'hui. Bon, ils sont partis, mais je ne savais pas où non plus. Où les autres sont partis. Mais moi, en attendant, on marche, on avance, et on nous fait rentrer dans un portail grand ouvert, et on marche par 5. Toujours plein, des centaines de milliers. Et on marche, on a un corps, qu'est-ce que j'avais sur moi? Rien, j'avais rien. Sur mon manteau, il est morceau de pain, j'avais quand même. Et je marche comme ça, et on est déjà rentré, et on marche. Et j'avais ma copine à côté de moi. On est déjà bien avancé. Et il y a une capot polonaise qui s'approche vers elle. Nous, on ne savait pas qu'est-ce qui c'est capot. Une femme habillée en rire déjà. Elle dit, enlève tes chaussures, donne-moi tes chaussures. Elle dit, quoi? Elle ne comprenait pas. Mon papa, parce que son papa était cordonnier, il a travaillé toute la nuit pour moi, pour me faire une belle paire de chaussures que j'ai donne quoi marcher au travail. Et vous voulez que je vous donne mes chaussures? Elle dit, tu ne veux pas? Elle dit, regarde là-bas, regarde, tu vois là-bas? Oui, je ne vois rien, mais tu vois les cheminées là-bas? Dans 1 heure, tu vas sortir avec le film là-bas, tu vois? Qu'est-ce qu'elle est folle ou quoi? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Et nous, on marche encore, elle n'a pas donné cette chose. Elle ne se rappelle pas, elle est vivante, elle habite à Hanovre. Je lui rappelle ça, elle ne se souvient pas de ces moments, et chez moi, c'était gravé pour toute la vie. Je ne comprends pas, elle ne se rappelle pas de tous ces moments. Et chez elle, ça restait, c'est pour ça que tout le monde raconte d'autres moments, tout le monde a d'autres souvenirs, et tout le monde d'autres moments de la vie qui ont marqué pour toute la vie. Et on avance. Qu'est-ce qu'on voit? Les femmes agenouillées, de barbelés, tout le temps de barbelés, plein de femmes sans cheveux, avec les manteaux agenouillées. Et elle tient 2 briques à la main comme ça. Je dis, qu'est-ce que c'est? On n'avait pas le droit de parler. Et personne ne voulait nous dire. Après, on nous avait dit, ils ont une punition. Ils sont punis, alors il reste 1 ou 2 heures agenouillés avec 2 grosses briques comme ça. C'est pas facile, croyez-moi. Et on avance encore. On voit une orchestre magnifique qui joue. Une musique fantastique, qu'est-ce que c'est? Là, on est agenouillé, les femmes changent peu. Et là, on voit une orchestre, et on marche. Qu'est-ce que c'est? On ne comprend toujours rien. On dirait un univers de Kafka. On marche encore, on marche encore, on marche encore. Après, on nous amène, parce qu'il y a d'autres femmes qui ont attrapé encore une petite valise, où ils ont eu un petit papier, il y a quelqu'un qui arrivait, quelque chose amené avec soi, quand elle a sauté des trains. Moi, j'avais rien. J'avais, mais je laissais tout.
en marchant comme ça, on tourne un peu à gauche et on nous met dans une salle 4 fois plus grande que celle-là. Et on dit maintenant, vous laissez tout, qu'est-ce que vous avez sur vous, et déshabillez-vous toutes nues, tous. Il faut obéir. Et là, on nous met pour couper les cheveux. On nous coupe les cheveux partout. Et on n'a plus rien. On est nus comme Dieu nous avait fait. Alors, eux, ils nous ont déjà dit, si vous allez rentrer à la douche, on nous avait donné des serviettes, on va à la douche après, mais quand on a coupé les cheveux, il y avait des serres, une à côté de l'autre, qu'elle a crié, elle appelait à son nom, je ne me rappelle pas, elle a appelé à son nom Sarah ou je ne sais pas quoi, où es-tu, je suis là, elle n'a pas reconnu sa propre sœur, tellement on était complètement défigurés comme on était, il y a pareil, son cheveu, elle n'a pas reconnu sa propre sœur. Et on marche comme ça, alors on nous avait déjà dit, si vous rentrez et vous voyez de l'eau, c'est votre chance. Sinon, vous serez gazé, on mettra le gaz, vous serez mort. En une quart d'heure, vous serez gazé et après brûlé. Maintenant, on ne peut plus s'échapper, on ne peut plus aller nulle part. Hein. Et on attend, tout le monde attend. Qu'est-ce qui va t'arriver? Mais l'eau commence à couler, quel cri, qu'est-ce qu'on a commencé à crier? On a de l'eau. Ah, c'est déjà, on reste encore un peu vivant, on a de l'eau. C'est bien. On est sorti, on nous avait donné des savons en bois, on nous avait donné des chiffons, pas encore les vêtements rayés, c'est pas la peine parce que nous qui on est même sortis de l'eau, ça ne veut pas dire qu'on va vivre. Moi j'avais une jupe large de gitane, il y avait des tziganes de gitane énormément aussi dans le camp, dans le ghetto chez nous. Et une blouse de tzigane, et je trouvais un ficelle, je me suis attachée comme ça. Et encore par 5 on marche. Et on nous amène dans un baraque à Auschwitz-Birkenau. C'était d'énormes baraques, très larges, encore 2 fois comme large comme ici, au milieu et très long, parce qu'on était 500 femmes dans une baraque, imaginez-vous. Et au milieu passait un grand comme ça, un grand cheminée, sous-basse de cette hauteur, de toute la longueur de cette grande baraque. Et les capots, ils montaient sur cette baraque, criaient ou donnaient des ordres, tout ça, par-dessus là. Et il y avait de ce baraquement, et on nous met par 5 ou 6 de ce côté-là, et l'autre côté, par 5, debout. Alors là, je voulais montrer, mais on ne va pas montrer, il m'avait dit que j'explique. Alors, on nous met par 5, oui. Par exemple, vous 5, je vous mets là, d'accord, debout. Et quand on est debout, c'est par terre, on n'avait pas d'échalis, ni rien, mais la terre, la propre terre, c'était la terre, c'était même pas le bois, ni rien, ni briques, mais la terre. Et on nous avait mis debout, et comme on est debout, il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir, et pour dormir, il faut dormir comme ça, il faut s'allonger. Ça veut dire que le monsieur met sa tête sur le ventre, lui, vous écartez les jambes, vous mettez la tête sur le ventre à ce monsieur. Ce monsieur, il met la tête sur votre ventre, vous comprenez? Et vous, comme ça. Alors 5. Et comme ça, on dormait. Moi, j'avais la chance, on était 5 copines qu'on se connaît. Alors, c'était bien. Mais si c'était des autres qui ne se connaissaient pas, il y avait plein de problèmes. Et comme ça, on dormait. Vous voyez, on peut dormir comme ça la nuit. Et pour manger le matin,
on nous amène des cafés et un morceau de pain. Ou si on est assis comme ça, et on donne à la première personne, parce que moi je trouvais une casserole et j'avais attaché à ma ficelle et j'ai mis entre mes pieds, j'avais la chance. Puis notre 5, on avait les autres bidonvilles. Ça veut dire que si vous avez une grande casserole de 5 litres, on a mis 5 litres. Si la casserole était de 1 litre, alors 1 litre. Ça dépend quelle casserole vous avez. Mais, qui était la première personne? On avait eu la chance qu'il y en avait 5 copies. Comment on peut manger la soupe quand on donne la première personne, disons 3 litres de nourriture? Oui. Comment on mange? Comment vous allez manger? Tout le monde doit manger ça. Comment on mange? Chacun son tour. Hein? Chacun son tour. La soupe, comment on mange? La soupe, il y a des pommes de terre, 3 pommes de terre, peut-être dans toute la soupe. Comment on mange, imaginez-vous? Avec les mains. Hein? Avec les mains. Comment? Mais si c'est liquide, comment vous allez manger avec la main? Chacun son tour. Hein? Chacun son tour, on prend carrément. Voilà, très bien. Alors, on buvait, chacun son tour. On donne la première, elle a pris 5 gorgées. Elle a donné la deuxième, troisième, quatrième, 5 gorgées. Si ça restait, ça revenait, et on a recommencé par gorgée. Ici, au fond, ça restait un morceau de pomme de terre ou quoi. On a essayé, si c'était pour tout le monde, un bout de pomme de terre, on partageait. Mais sinon, s'il y avait toi, qui es au bord, tu ne connais pas les autres, tu t'en fous, tu es fort, tu prends la casserole et tu t'en vas. Et les autres 4 restent sans rien manger. Vous imaginez? Voilà, c'est comme ça. Et ça, c'était terrible, c'était à Birkenau. Et en plus, nous, on était condamnés, notre baraque, à être gazés. Mais, comme à l'époque, il y avait énormément d'influence, des gens qui sont arrivés, les gazages et les crématoires, ils n'arrivaient pas à suivre. C'est pour ça qu'on nous gardait dans cette condition-là. C'est pour ça qu'on ne nous avait pas encore habillés, parce que c'est dommage, il ne faut pas abîmer les habits pour nous de rire, c'est trop beau, les vêtements de rire, parce qu'on devait partir en fumée. Mais, entre-temps, un jour sur 2 ou 2 fois par jour, Mengele avait besoin de la marchandise, parce que Mengele, c'est le grand médecin qui faisait des expériences médicales sur les gens, des castrations, de tout, des jumeaux surtout. C'était terrible. Ça, j'ai appris après, croyez-moi que je ne savais rien du tout sur place. Et, par exemple, il a besoin de gens, lui. Il a besoin d'une nouvelle collection de gens. Alors il demande de notre baraque, se déshabiller toute nue, on sort sur la place, on se met en rang et on court, une après l'autre, il faut courir. Et lui, il tire ce qui lui plaît. Alors on reste, on ne sait pas qu'est-ce qu'il devient, ou ça va être gazé, ou pour les expériences. Et nous, on rentre de nouveau dans notre baraque. Et on reste au baraque. Pour aller aux toilettes, il n'y avait pas de toilette dans le baraque. La toilette était très loin. Les toilettes étaient coupées dans le bois, des trous comme ça. Oui. Par exemple, d'un côté et de l'autre côté, peut-être pour une trentaine de personnes. 15 là et 15 là. Et on rentrait par 30. Tu as besoin, tu n'as pas besoin. Tu dis, il faut qu'il y aille. Mais pas tout le monde, personne n'a pu aller quand il avait besoin. On était allé quand on nous avait amenés. Après, je suis passée
par 3-4 sélections comme ça à Birkenau. Et on nous avait mis dehors pour attendre justement pour aller être gazé. Mais comme je vous avais dit, j'avais toujours une tendance reculer en arrière, je ne sais pas, toujours. Je m'essayais pour filer plus loin. Et une nuit, à 3 heures du matin, il est venu une commande. Ils ont eu besoin de 500 femmes pour amener à Hambourg pour le travail. Et de la fin, on a pris 500 femmes. Alors, on nous avait mis sur le camion, et là, j'ai quitté Auschwitz-Birkenau pour aller à Hambourg. À Hambourg, on nous avait amené, là, il y avait déjà mieux, c'était affreux aussi, mais on avait déjà 3 étages de charité, mais c'était obscur, c'était dur, mais on avait déjà où se coucher individuellement, pas une après l'autre comme ça. Tous les matins, on nous donnait des cafés avec un morceau de pain. Et chaque fois, on nous amène à notre endroit pour différents travaux, de différents groupes, de différentes 500 femmes. On est partagé en différents groupes, de différents quartiers pour aller à différents travaux. Chaque fois, il nous travaille. Moi, je suis allée, par exemple, parce que Hambourg, c'est le plus grand port en Allemagne. Il était très, très bombardé, énormément. Alors, ils nous ont amenés pour déblayer. Alors, par exemple, il y avait des énormes usines à côté du port, plein d'usines bombardées, tout en ruine. Il y avait des cratères énormes. Alors moi, par exemple, les cratères étaient comme celui-là, énormes, comme cette chambre. Des cratères. Au milieu des cratères, on a mis une grande planche de cette largeur. De ce côté-là et de ce côté-là, il y avait des filles, des femmes. Ils ont rempli la brouette. Moi, j'avais la brouette. Et ils ont le côté rempli. Il y avait d'autres, il y avait plein avec brouette. Il y avait d'autres filles avec la pelle qui rempliaient la brouette. Et moi, je courais vite avec la brouette pour arriver au milieu, pour verser. Je suis passée de l'autre côté, je retournais, on me remplit de nouveau, et ça, c'était le travail de toute la journée. Après, je croyais qu'il était venu. Après, par exemple, une autre fois, on a nettoyé des maisons, on déblayait le riz de la neige, il y avait plein de neige, c'était en hiver 44. Et on faisait beaucoup de blé. Après, on a construit des maisons, on nous avait amenés. Je ne sais pas pourquoi, on n'a rien fait pourtant. On est rentré dans cette maison, pour nous c'était déjà bien. Après le balayage de neige et tout ça, ça nous avait réchauffé dans un bâtiment en train de construction, parce que c'était détruit, ils construisaient des maisons. Et moi, j'ai vu un sac, il y avait des cotons verts. Vous connaissez coton vert? Coton vert, oui. Alors, il y avait des sacs vides de ciment. Alors, j'ai attrapé un sac de ciment, je déchirais. Et j'ai mis entre les 2 parties des sacs de ciment, j'ai mis le verre et je me suis entourée. Comme ça, j'avais plus chaud parce que j'avais trop froid. J'avais seulement un maillot de corps avec une robe en rayure déjà là. Mais c'est pas assez chaud. Et des sabots, et de marcher avec les sabots dans la neige colle. C'est terrible, vous ne pouvez pas imaginer. On colle, ça devient des talons comme ça, on ne peut pas avancer, c'est terrible, on tombait. Bon, ça c'est secondaire. Après, on a travaillé pour nettoyer de briques, parce que Hambourg était très détruit. On ramassait des briques dans une énorme halle,
nous, on s'est mis avec, comme ça, 5-6 briques pour pouvoir s'asseoir. Et on avait un petit outil, je me rappelle, un petit marteau ou quelque chose, et on a nettoyé les briques pour réutiliser, pour qu'ils puissent se reconstruire, vous comprenez? Il utilisait des bombardements, les briques qui étaient entiers, puis après notre nettoyage, pour réutiliser pour la construction. On faisait, tout le monde faisait ça. Et moi, souvent, quand j'avais fini la brique, parce que les Allemands, ils l'ont vérifié comme on travaille bien ou assez rapide. Quand il était à côté de moi, je travaillais vite. Même dans le ghetto, bon, ça j'oubliais parler de quelque chose, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je faisais s'il n'était pas là, je ne voyais pas, je l'ai cassé la brique. C'était rien, dans mon esprit, c'était sabotage. Il y aura 2-3 briques de moins, et tout le monde a fait 2 briques de moins, c'était quelque chose à faire. Mais c'était pour nous, c'était quelque chose. C'était une façon de... Une satisfaction qui ont se détruit battre. un peu quelque chose pour leur force. Et puis après, ça c'était très souvent, on était dans le baraquement. Et à des moments, quand il faisait beau, déjà en printemps, on a mis des tables dehors, sous le ciel. Il y avait de très longues tables comme ici. Et nous, on était à table debout et on nettoyait les briques. D'un seul coup, il y a un alarme. Pour nous, on était contents. Et les Allemands, ils prenaient leurs carabines, ils couraient vite dans le bunker, c'est caché. Il y avait des bunkers en béton énormes qui n'étaient pas loin de chez nous. Donc, nous, ils ont nous laissé en liberté. Alors, tout le monde dit pourquoi vous n'êtes pas échappé. Mais comment échapper avec son cheveu et avec le rayures et où? Bon, alors on est comme ça. Mon travail, moi je regarde, je dis, mon Dieu, pourquoi vous ne passez pas le bombe sur nous? On a marre déjà de cette vie. Pourquoi ils ne laissent pas tomber quelques bombes? On a marre qu'ils finissons finalement. On ne pouvait plus. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a profité qu'on n'a pas travaillé, on s'est reposé, il y avait un beau soleil. Eux, ils sont dans le bunker et nous, on est sur le bon soleil. D'un seul coup, j'entends un mot qu'on comprend peut-être, Shema Israël, sous quelques douze fois. Ça veut dire Shema Israël, si vous connaissez mon Dieu, si vous connaissez ces mots, il s'est disparu. Il y a un homme qui est passé en telle vitesse, habillé, j'ai acheté à mon mari un manteau comme lui il portait. Et il y a un homme pas grand, tout à fait comme mon mari, avec un manteau gris, une tête blanche complètement de cheveux longs. Il est disparu. Et moi je suis comme ça, et je regarde à ma copine comme ça en face, parce que je croyais que je suis devenue folle. Je suis en pleine Allemagne, à Hambourg, où personne n'a droit de sortir dans la rue. Personne. Même pas les Allemands, même pas les militaires, il n'y a personne. On dit Shema Israël. Je dis, je suis devenue folle ou quoi, à la fin. Et je regarde. Je dis à ma copine, et elle me regarde aussi. Elle est là, elle est en Jérusalem. Et je dis, qu'est-ce que tu me regardes comme ça? Et pourquoi toi tu me regardes? J'ai eu peur de dire, elle est folle. Je dis, parce que moi j'ai entendu quelque chose, tu as entendu aussi? Il dit, oui, toi aussi. Et on ne savait pas. Moi je croyais vraiment que je suis devenue folle. Et on s'est dit, qu'est-ce que tu as entendu? Elle me répète. Mais vraiment, il est disparu sous la terre, je ne comprends pas. De où il est venu, où il est parti, disparu. Pour lui, c'était. Alors, pas tout le monde a entendu ça.
Seulement les gens qui l'ont passé par un chevaler comme ça, par exemple d'ici jusqu'à là-bas, il est disparu. Et après, on a dit l'autre à côté, lui ne l'a pas entendu, l'autre qui est là-bas non plus, il y a seulement notre groupe où il a passé. Et on rentre le soir dans le camp et on raconte aux autres femmes, qu'est-ce qu'on a entendu. Et vous voyez, ils ne voulaient pas nous croire. On est devenus folles, on raconte des bavards, des histoires. On ne voulait pas nous croire. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'était pour nous. C'était vrai, pour les autres, tant pis, ils ne voulaient pas. C'est exactement qui vous avez entendu parler, tu me diras où je suis arrêtée, d'accord? Parce que je fais une dégression qu'il y avait un Polonais, un colonel, un militaire polonais, il s'appelait Jan Karski. On trouve en France maintenant ses livres, qui lui, c'était pas un juif, un Polonais vrai, qu'il allait en Hollande, en Amérique. C'est un professeur, après il a étudié en Amérique. Il a allé au monde entier de raconter ce qui se passe en Pologne. Qu'est-ce qu'on fait avec les juifs? L'Allemagne détruit tous les juifs en tue. Personne ne voulait les croire. Personne. Alors moi j'ai dit, nous on est rentrés dans le camp, on racontait à nos copines qu'est-ce qui nous est arrivé, on ne voulait pas croire non plus. Vous comprenez? C'était tellement invraisemblable pour nos vécus qu'on a raconté que personne ne voulait croire. Même il y avait des juifs en Amérique, en Israël, qui voulaient, il y avait en Israël une fille est revenue des ghettos de Varsovie, elle est arrivée jusqu'à Tel Aviv. À Tel Aviv, il y avait le fil des gens qui attendaient à aller au cinéma. Ils rigolaient, ils étaient en 7e ciel, comme rien du tout pour eux. Il a dit, vous rigolez, vous allez au cinéma, vous savez ce qui se passe là-bas? Oh, ils ont voulu appeler, je ne sais pas s'ils vont appeler les maisons de fous, les ramasser, qui leur racontent des bêtises, qui ne racontent pas ces histoires. On ne voulait pas croire. Oh, j'ai continué. Quand tu es retourné, que tu as raconté, comme vous avez entendu chez Israël. Oui. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Bon. Et là, c'est passé encore. On allait parce qu'après, on travaillait. Ça, c'est ce travail. Et après, par exemple, notre groupe, elle est retournée, par exemple, 2 semaines après, à la même place. Il y avait encore une fois alarme, il y avait encore des avions qui passaient, et le même monsieur, il est revenu encore une fois. Il a amené un petit paquet, pas grand comme ça, nous croyait qu'il nous avait amené du pain ou quelque chose à manger, parce que c'est ça qu'on attend. Mais il a posé ce paquet, il nous avait dit seulement, les enfants, en allemand, les enfants, soyez courageuses, la guerre est bientôt terminée. Tenez-vous bien et soyez courageux, c'est bientôt fini la guerre. Pour nous, c'était, on a déjà entendu ça, pour nous c'était, on ne voulait pas croire, on non plus. Il dit, tenez bien, soyez fortes, combattez encore un peu, c'est bientôt fini. Bon, on retourne et on raconte la même histoire. Alors on regarde, on s'est jeté sur le parti, il est disparu pareil, on ne savait pas d'où il venait, je ne sais pas, je cherchais un trou, d'où il venait à une porte, on ne sait pas comment il est passé, il a risqué sa vie, et je ne sais pas s'ils ne l'ont pas attrapé, s'ils ne l'ont pas tué, je ne sais pas qui était, on n'a pas jamais revu. Et le paquet, on a ouvert, on croyait qu'il y aura quelque chose pour nous à manger, malheureusement il y avait quelques